Sans la preuve, le droit n'est rien. Ce que les avocats ne vous disent jamais. Il y a quelque chose qui est récurrent dans la plupart des dossiers que je traite et dans la plupart des rendez-vous que je fais avec mes clients. Si vous êtes déjà client du cabinet, il y a de fortes chances que ce que je vais vous raconter, vous l'ayez déjà entendu. Chaque fois qu'on vient me raconter un problème, on vient m'exposer une problématique, on me raconte une histoire. Cette histoire, elle est toujours d'un point de vue qui est subjectif. C'est la vôtre, elle vous appartient et c'est votre vérité. Mais cette vérité, il ne faut pas la confondre avec la vérité judiciaire, celle avec un grand V majuscule. Pourquoi ? Parce que le juge ne vous connaît pas, le juge ne vous croit pas sur parole, et le juge va s'appuyer uniquement sur les pièces du dossier. Alors ça peut paraître un peu brutal, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement, si vous affirmez quelque chose, vous devez le démontrer. Vous avez des enfants ? Fournissez-vous un extrait du livret de famille. Vous travaillez à tel endroit ? On veut un contrat de travail. Vos revenus s'élèvent à temps ? Il nous faut le bulletin de paye. Etc., etc. Si vous appliquez ce raisonnement, alors à coup sûr, vous serez en mesure de démontrer ce que vous affirmez. La plupart du temps, la véritable difficulté, c'est de rapporter la preuve de ce que vous invoquez. Si vous dites « j'ai été victime de harcèlement moral », ce sont des sujets qu'on traite régulièrement au sein du cabinet, prouvez-le. Alors prouver le harcèlement moral, c'est toujours extrêmement compliqué. Pourtant, c'est une exigence procédurale à laquelle vous allez devoir vous soumettre. Ça peut paraître dur, mais c'est la garantie qu'on ne condamne pas les gens sur de simples affirmations. Ça peut être brutal lorsque vous avez quelqu'un qui est véritablement un harceleur, mais c'est aussi la garantie que quelqu'un qui n'a jamais harcelé ne soit pas condamné sur de simples affirmations et des ressentis. Cette exigence procédurale, elle est fondamentale. Sans la preuve, le droit n'est rien. Ayez bien conscience de cette règle qui est fondamentale, qu'on nous répète systématiquement dans les amphithéâtres de première année de droit. Votre travail en tant qu'avocat, ça va être d'inviter vos clients à réfléchir à comment constituer un dossier avec des preuves solides. Vous êtes victime de harcèlement ? Prouvez-le. Votre propriétaire vous a mis à disposition un logement indécent, prouvez-le. Votre employeur ne vous a pas réglé votre salaire du mois de janvier, prouvez-le. Comment faire pour démontrer quelque chose lorsqu'il est quasiment impossible de le faire ? Alors, rassurez-vous, nul n'est soumis à une preuve diabolique, une preuve qu'on ne pourrait donc jamais rapporter. La technique que je mets en place, et je la mets systématiquement en place avec mes clients lorsqu'on établit la stratégie, c'est que si vous ne pouvez pas rapporter de l'existence d'un fait, d'un acte, d'un contrat, alors vous devez mettre en place ce qu'on appelle la technique des faisceaux d'indices. Vous allez tenter de raisonner par des éléments concordants qui permettent de rapporter un début de commencement de preuve que ce que vous affirmez est vrai. Le juge, notamment en matière de harcèlement moral, est extrêmement sensible à la question des faisceaux d'indices. Il va considérer qu'il y a des éléments concordants qui doivent amener cette fois-ci non plus la victime du harcèlement, mais le harceleur, de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il y a eu ou non des faits qui auraient été caractérisés comme étant des agissements répétés permettant de démontrer le harcèlement moral. Cette technique des faisceaux d'indices, je l'utilise également dans ces fameux recours que nous avons avec les moteurs PureTech. Vous avez ici des moteurs pour lesquels il y a un défaut de conception et des personnes qui ne se connaissent pas, qui ont des modèles de véhicules différents et qui vivent à des endroits différents en France, ont des problèmes qui sont identiques. Ça peut être évidemment simple coïncidence dans lesquelles, malheureusement, plusieurs moteurs avec des véhicules différents seraient tous frappés des mêmes problèmes. Ou alors, on peut considérer que par la méthode des faisceaux d'indices, nous venons d'apporter suffisamment d'éléments concordants qui démontrent un problème de conception structurelle. Vous voyez donc la méthode des faisceaux d'indices, quelque chose qui peut fonctionner et qui peut pallier l'absence de preuves indiscutables. Dans la pratique, il n'y a jamais de preuves indiscutables. C'est très souvent des méthodes de faisceaux d'indices. Lors de votre premier rendez-vous, vous évoquez avec votre client ces trois principes, ces trois règles que je rappelle. Le juge ne vous connaît pas, ne vous croit pas sur parole, et il faut tout démontrer. Si vous appliquez ces trois règles, ça vous permet d'établir tout de suite une stratégie. La première des questions qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on a suffisamment d'éléments ? Si la réponse est non, est-ce qu'on a des faisceaux d'indices ? Si la réponse est non, est-ce qu'on a la possibilité de constituer des faisceaux d'indices et des éléments qui vont permettre de pouvoir démontrer ce que nous affirmons ? Et enfin, le dernier point, c'est si on n'a pas de preuves, si on n'a pas de faisceaux d'indices, est-ce que c'est opportun d'aller plus loin ?
Très souvent, on me dit un avocat, c'est un coût. Je pense que quand vous raisonnez de cette manière-là, c'est que vous n'êtes pas tombé sur le bon avocat. Et j'en suis vraiment navré. Puisque l'avocat, pour nous, en tout cas ici, c'est un investissement. Pour quelle raison? Parce que si votre dossier est vide, jamais je ne vous recommanderais de partir en justice. Pourquoi? Parce que ce sera une perte de temps, une perte d'argent, et derrière, c'est notre réputation qui est engagée. Si en revanche, il y a une chance de succès, ou de grandes chances de succès, je vous l'indiquerai, et on établira ensemble une stratégie et un calendrier pour pouvoir mettre à exécution cette stratégie. Comment mes clients ont perdu 30 000 € de prise en charge de frais d'avocat? C'est une histoire que j'avais déjà racontée, et c'est une histoire qui démontre à quel point il est fondamental de rapporter systématiquement la preuve de ce que vous invoquez. Si on avait une phrase qui pouvait illustrer parfaitement cette histoire, restez bien jusqu'au bout, et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ce serait comment prouver un appel téléphonique. L'appel téléphonique, dans une société comme la nôtre, c'est la confiance du bon père de famille. Vous appelez quelqu'un, c'est la parole donnée, la parole engage, et évidemment, on ne va pas se dédire. Ça fonctionne lorsqu'on est avec des gens de bonne foi. Évidemment, dans cette histoire, vous l'aurez compris, la problématique, c'est qu'on n'était pas avec des gens de bonne foi. L'histoire est assez simple, vous avez un contrat d'assurance de protection juridique qui devait garantir mes clients. Nous étions pendant la crise sanitaire et à l'époque, les positions de mes clients étaient extrêmement clivantes. Alors clivantes, pas pour votre serviteur ici présent, j'étais personnellement convaincu que nous avions raison et que les actions que mes clients allaient mener étaient justifiées et parfaitement légales. Fort heureusement, l'histoire nous en a donné raison, puisque par une décision du 22 décembre 2020, le Conseil d'État a condamné la France parce que l'État avait mis en place, durant la crise sanitaire, la mise en bière immédiate. Ceux qui sont abonnés à la chaîne connaissent cette histoire, parce que j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. La mise en bière immédiate, qu'est-ce que c'est? Ce sont les autorités qui, en mars 2020, face à l'émergence de la crise sanitaire, ont considéré que, puisque nous n'étions pas en mesure de déterminer si les gens étaient contaminés ou non, il fallait, par mesure de prévention, les mettre en bière immédiatement après le décès. En d'autres termes, vous décédez, il n'y a pas de toilette mortuaire, vous êtes placé directement dans un cercueil qu'on va refermer et qu'on va présenter à la famille. Extrêmement brutal, et dans cette affaire, mes clients en avaient subi les méfaits. Nous avions donc contesté les mesures prises durant la crise sanitaire. Les assurances, je ne les citerai pas mais ils se reconnaîtront, ont refusé de prendre en charge considérant que nos recours étaient voués à l'échec. Nous avons tout de même décidé de porter ces recours en indiquant que si les recours prospéraient, réussissaient, dans ce cas-là, nous demanderions la prise en charge des frais d'avocat exposés par mes clients dans ces dossiers. Il faut comprendre une chose, c'est que le montant des prises en charge était relativement important pour deux raisons. La première, parce que nous étions devant des juridictions suprêmes, Conseil d'État. De plus, mes clients étaient plusieurs, 3 personnes, ce qui impliquait une prise en charge de 3 procédures à chaque étape. Il y en avait pour un peu plus de 30 000 € de frais d'avocat. Refusant malgré tout la prise en charge, se dédiant par rapport à ce qu'ils avaient affirmé lorsqu'ils avaient indiqué que si jamais nous gagnions, en ricanant, il faut le comprendre, ils prendraient en charge ces recours. Évidemment, face au montant des factures, ces assurances ont refusé toute prise en charge. Ils ont été assignés et malgré tous nos efforts, nous avons perdu. Alors, pourquoi nous avons perdu? Est-ce que le contrat était mal appliqué? Est-ce que les clauses nous donnaient tort? Non. Le tort de mes clients, c'est qu'ils ont appelé leurs assurances pour leur demander la prise en charge de ces procédures avant d'engager la dite procédure. Mais comment fait-on pour prouver l'existence d'un appel téléphonique et son contenu? Et bien justement, cela a été impossible. Et malgré tous les efforts de mes clients, le premier courrier d'avocat qui a été adressé à leurs assurances l'a été après l'engagement de ces actions judiciaires. On a donc eu l'application d'une stipulation contractuelle qui prévoyait très clairement, et vous verrez que dans la plupart de vos contrats d'assurance, c'est exactement la même chose, toute action engagée avant d'informer votre assurance peut faire l'objet d'un refus de prise en charge. La raison pour laquelle, si vous avez déjà échangé avec moi, je vous dis toujours, avant de signer quoi que ce soit, vous adressez mon mail récapitulatif à vos assurances. Ça vous permet de matérialiser avec un écrit et une date certaine, la date à laquelle vous avez fait cette demande et vous évitez les désagréments qui ont été ceux de mes clients. Vous voyez donc à quel point la preuve est quelque chose de redoutable. La véritable histoire, je la connais.
Je sais que mes clients ont appelé leurs assurances puisque je faisais partie de la conversation téléphonique. Mais on ne peut pas démontrer l'existence et le contenu d'une conversation téléphonique. C'est la raison pour laquelle la preuve est quelque chose de fondamental. Si nous avions réussi à démontrer qu'il y avait un mail qui avait été adressé avant l'engagement des recours, mes clients auraient bénéficié de 30 000 € de prise en charge de frais d'avocat. 30 000 €, c'est donc le prix de la leçon, et dorénavant, j'en fais profiter tous mes clients. La preuve, c'est quelque chose qui est fondamental en matière de justice. Mais d'une manière générale, dans votre vie au quotidien, c'est également quelque chose qui est extrêmement important. Le conseil que je donne à mes clients, je vous le donne aussi à vous. Et il est 100% gratuit, il est offert. Dans toutes les démarches du quotidien, un prêt immobilier, une séparation avec une question de garde d'enfants, ou simplement des relations en droit du travail, je vous invite systématiquement à matérialiser tout ça par des écrits. Alors vous allez passer peut-être pour le procédurier de service, mais croyez-moi, le jour où il y a un conflit, vos chances de succès seront décuplées.